sûr que c'est des questions qui... Tantôt, je disais des choses qui sont pas nécessairement faciles à, disons, à bien situer par rapport à... Je vais faire un parallèle avec Éric tantôt quand il parlait des perturbations. Il disait, bon, mais les perturbations, c'est là, puis par l'humain, c'est donc correct au sens que, tu sais, on fait partie des écosystèmes. Donc, si nous-mêmes, on fait des perturbations, est-ce que ça ne serait pas correct? Puis en réalité, c'est qu'il y a comme deux parties à cette observation-là. La première partie, c'est qu'on peut considérer qu'il y a le monde des perturbations, puis il y a le monde moral des perturbations. Puis là, je ne vais pas arriver avec des réponses à soir, j'aimerais bien ça. Puis l'idée de statuer sur des règles qu'on se donne pour agir en fonction des perturbations est beaucoup à travers notre rapport à l'ampleur, notre rapport aux échelles. Et donc, c'est sûr que, tu sais, un peu comme on pourrait dire aujourd'hui, bon, ben, l'humain crée des perturbations sur la planète, engendre des changements climatiques, puis si on prend des arguments des fois contre les gens qui remettent en question les changements climatiques ou les actions pour diminuer les changements climatiques, ils disent, oui, mais de tout temps, il y a eu des perturbations. C'est sûr que, tu sais, si tu prends l'échelle de 4,5 milliards d'années de la planète, ben là, je veux dire, c'est pas grave, les changements climatiques. Là, je veux dire, ils vont avoir une autre glaciation, puis ça va tout repartir. Puis donc, ça, c'est un exemple extrême. Puis à l'autre extrême, je peux donner un exemple que je connais bien parce que j'ai commencé à travailler au Parc du Mont-Mégantic en 2007. Avant, je travaillais à Harford. Au Parc du Mont-Harford, c'est un parc fascinant. Parce que c'est un des parcs disons, pour l'Estrie, en plus, un parc avec une très haute diversité, malgré une historique, bon, c'est un des plus vieux parcs du Québec, et une fréquentation assez élevée. À l'époque, bon, il y avait eu le mont de ski qui avait été autorisé, un golf, des activités quand même très, qui n'auraient pas pu aujourd'hui être mises en place avec les statuts des parcs d'aujourd'hui. Et au parc du Morford, bon, vous connaissez probablement, il y a un camping, ça s'appelle le camping Stockley. Il y a environ 400 sites de camping. Donc, historiquement, ça a été développé comme ça. On a hérité, nous, de cette infrastructure-là. Si vous prenez une saison de camping qui commence au mois de mai, à peu près au Patriote, qui finit à peu près à l'Action de grâce, l'occupation, à un moment donné, on regardait tout ça et on disait, on gère à peu près comme une ville, parce qu'à chaque soir, tu as environ entre 2 et 400 sites qui peuvent être occupés, avec entre 2 et 6 personnes par site. Donc, pour en venir à ma notion d'ampleur tantôt, c'est que c'est sûr que si entre deux sites de camping, à chaque soir, il y a quelqu'un qui prend un morceau de bois, bien là, tu arrives après un an, puis la forêt, il n'y a plus rien. Puis pour qu'il se crée une certaine forme de régénération naturelle au niveau de la forêt, mais il y a besoin d'avoir du bois mort, il y a besoin d'avoir des éléments du milieu naturel. Fait que, malheureusement, il faut en venir à avoir des règles, des fois, dans des cas comme ça, qui sont comme plus strictes, parce que sinon, à cause de l'ampleur disons, du phénomène, bien là, on se retrouve qu'on va vraiment appauvrir des milieux naturels. Donc ça, c'est une partie de l'explication. C'est débattable, là, je ne vous cacherai pas que, tu sais, comme je disais tantôt, toute la notion même d'un parc, de dire, bon, on ne fait pas d'exploitation, pourquoi? On peut... de la foresterie durable, ça existe. Je ne pense pas qu'il y a personne qui nie que ça existe. Donc, Puis le rapport à la technologie aussi, moi je reviens à, tu sais, tantôt on en parlait beaucoup comme étant assez négatif, mais moi je crois vraiment qu'on est à un moment charnière au sens que, tu sais, le choix qu'on a, c'est de ne pas tomber dans le piège de que ça devienne une béquille ou, tu sais, on en a nous, plein de gens, là, nous qui arrivent, là, puis ils sont partis de Montréal avec leur GPS sur leur voiture, puis ils se sont perdus tout le long, mais ils suivaient le GPS. Puis le GPS m'a dit à droite, puis je dis, oui, bon. mais c'est pas ça qui est indiqué, c'est pas ça qu'on veut. Tu sais, puis à un moment donné, pour revenir à Philippe parlait de Google Maps, on a eu pendant un certain laps de temps un problème au parc parce que, pour une raison qu'on n'a jamais compris,
Pour se rendre dans le secteur Notre-Dame-des-Bois, il faut contourner le parc par le sud. Mais il existe des anciens chemins forestiers au parc qui servent de piste de ski de fond. Mais là, Google l'avait ouvert, ça rentrait sur un ancien chemin forestier. Puis là, c'est comme si sur la carte, pour se rendre à l'accueil, ça traverse. Mais tu sais, c'est un chemin même en 4 roues, c'est difficile de passer. Là. Fait que là, mais là, il y a un voisin, lui, qui habite complètement dans ce secteur. Il n'y a rien, là. C'est vraiment un rang là, dans le fin fond de la mine. Puis lui, pendant comme un mois, il y avait des gens qui arrivaient continuellement chez lui. Fait qu'ils nous appelaient là, 2 jours, là, il n'était plus capable. Lui, c'était comme il voulait son chalet là, avec la tranquillité. Puis... Fait que moi, je pense que le piège, il est vraiment là, de dire que ça devienne pas un outil on est un peu comme on disait tantôt, là, que bon, il y a le terrain, qu'il y a une connaissance qui se développe, disons, plus directement, là, si on peut dire ça comme ça. Puis qu'à côté, ben là, on a des outils technologiques, mais qui servent, c'est ça, là, qui ne soient pas juste en remplacement ou en substitut. Ben oui, au sens que ça nous inquiète. Là. Je pense que ça inquiète tous les gestionnaires d'air protégés. Parce que, comme je l'ai mentionné en introduction, la conciliation entre essayer de protéger du mieux possible un milieu naturel, mais en même temps essayer de le rendre accessible, c'est sûr que des fois, ça peut vraiment fonctionner. Les deux peuvent être conciliés. Mais c'est sûr que ça peut mener à des exagérations. Là. Puis là, la question, on en revient un peu aux règles de se dire, bon, mais c'est quoi les règles que tu mets en place pour empêcher ça? Puis ce qui est très difficile, c'est que souvent, historiquement, dans les parcs nationaux ou encore une fois dans les lieux d'écotourisme ou tout ça, il y a des choses qui ont été évoquées comme il faut absolument que disons, le tourisme respecte la capacité d'accueil. La capacité de support, d'un milieu naturel. Mais définir cette capacité de support-là, c'est extrêmement difficile. C'est même à peu près impossible dans certains cas. Donc là, après ça, ça en vient à des décisions qui sont sur souvent des jugements qui ne sont pas nécessairement ancrés dans de la science. Le plus possible, on essaie d'ancrer ça dans des analyses ou dans des... Je vais vous donner un exemple concret, là, ça va peut-être être plus facile comme ça. Je vous parlais tantôt qu'on travaillait sur mettre en place des sentiers de randonnée pédestre. Bon, un exemple de chose qui est faite, qui n'est pas une obligation légale, mais qui est une obligation qu'on se donne nous-mêmes en fonction du projet et de l'idée d'un parc national, c'est que quand on trace un itinéraire de sentier, bien, la moindre des choses, c'est de faire appel à des gens comme M. Payette. Puis, ces personnes-là, des botanistes, viennent faire un inventaire d'un corridor. Donc, nous, on veut faire un sentier, peu importe, là. Donc, on vient vérifier au niveau de la flore, qu'est-ce qu'il y a de présent. Là. Parce que, tu sais, s'il y a des espèces avec des statuts particuliers ou des espèces qui sont plus fragiles, on ne va pas faire passer le sentier dans... On va ouvrir un sentier prochainement au parc, puis on avait une zone où il y avait une sorte de fougère qui était avec un statut légal. Bon, on a détourné le sentier de facilement 100 mètres pour être certain que cette zone-là ne soit pas perturbée. Fait que ça revient aussi beaucoup à la notion, tantôt, vous disiez, bon, au niveau de l'écotourisme, bien, ça dépend. L'écotourisme, c'est qui le définit? Puis est-ce que c'est certifié? C'est où? C'est beaucoup ça. Là, la notion de tourisme durable, c'est tout le monde peut se peinturer en vert et dire, bon, ben voici, je fais du tourisme durable. Mais qui le contrôle? Donc, c'est beaucoup aussi là, le nœud. Comme ça. Il n'y a pas réellement de règles établies dans le terme écotourisme, c'est ça que tu dis? Bien, il y a des règles, il y a des conventions qui existent internationales. Donc, il y a un cadre, mais le cadre reste quand même que dans le détail, des fois, c'est pas facile de vraiment prendre certaines décisions par rapport à ça. Pour les parcs nationaux, je vais prendre un exemple. C'est très particulier parce que le nom parc national est défini à l'international. C'est une organisation qui dit un parc national, catégorie 2, mais souvent en France, puis il y a des parcs nationaux où les gens habitent dans les parcs. Au Québec, l'héritage philosophique entourant la notion de parc national est beaucoup plus américain. Puis c'est beaucoup en fonction que il n'y a personne qui habite dans un parc. Là. C'est vraiment. Donc, il y a comme même aussi cette notion-là qui va varier d'un continent à l'autre. Oui, à Forillon, ils ont déménagé tout le monde. Oui, il y a des cas. Donc, de ça, c'est assez dramatique. L'écotourisme, est-ce que c'est développé? Je ne sais pas, c'est ce qui s'est développé à ce point-là même maintenant. Je ne le sais pas. Je regarde les parcs dans Charlevoix où je travaille beaucoup.
Là, il y a beaucoup de gens dans le parc des Hautes-Gorges, mais l'écotourisme, les gens vraiment intéressés à la nature, là, pour les phénomènes, c'est dans le parc des Grands Jardins. Puis, ma foi, il y en a quand même, il y en a pas beaucoup. Puis, il y a des aires de conservation intégrale. Je ne sais pas si vous avez ça à Mégantic. Enfin, c'est des endroits qui peuvent être visités, mais avec un guide, uniquement avec un guide. Puis là, ils suivent un sentier. Tu ne peux pas déborder du sentier. Il y a un certain contrôle de cette façon-là. Et puis, il n'y a pas beaucoup de circulation de véhicules à ce moment-là aussi. C'est des véhicules. Ils s'organisent pour avoir des véhicules pour transporter du monde. Mais la question est intéressante. Je n'avais jamais entendu parler de cette façon de voir les choses. Une autre très belle question actuellement au Québec en termes d'écotourisme. C'est le golfe Saint-Laurent et le Saint-Laurent. Il y a beaucoup de gens qui ont crié au loup par rapport au tourisme relié aux baleines. L'impact des zodiacs sur les populations de baleines. Mais là, on a des bateaux de plus en plus avec des grands volumes de matières dangereuses qui se promènent dans le fleuve. C'est une autre partie de l'équation. Tout à fait. C'est l'impact d'avoir quelqu'un qui regarde proche d'une baleine. C'est sûr qu'il y a ça. Non, mais tu sais, puis moi, dans une ancienne vie, j'étais guide de voyage, puis quand tu es 6 zodiacs qui suivent la pauvre baleine, on voyait que là, les compagnies, à ce moment-là, il y avait de l'abus. Là, après ça, il y a eu des ententes qui ont été faites. Donc, encore une fois, comme je disais tantôt, il y a des règles qui ont été mises en place pour essayer d'avoir une certaine forme d'usage qui est le moins, qui crée le moins de perturbations. Mais, Bien, il en va de même avec la fascination que les gens ont d'aller monter l'Everest actuellement, qui est une des plus grandes. J'ai même pas de mots pour dire ça. C'est hallucinant. C'est hallucinant dont l'année passée, en mai, il y a eu le moment où il y a le plus de gens qui ont monté l'Everest au même moment, ce qui a fait qu'il y a une personne du National Geographic qui a pris une photo du camp de base, puis ça faisait une lumière de trafic comme on voit du ciel New York-Washington. Puis ensuite, il y a deux personnes qui ont été bousculées parce qu'ils étaient en line-up. Ils ont été bousculés, puis ils ont tombé, puis ils sont morts. Parce qu'ils étaient trop nombreux à vouloir obtenir le même trophée du même paysage. Puis ça, c'est quand même spécial, ça. Moi, je trouve ça bien spécial. Et je terminerai là-dessus. Sur cette note spéciale, désolée, Gaëtan, mon micro est mort. Sur cette note, j'aimerais vraiment remercier, je vais parler fort, nos invités.